Merci beaucoup. Donc, je remercie tout d'abord le comité d'organisation du bureau de la Société tunisienne des maladies respiratoires de m'avoir invité à ce 27e congrès national de pneumologie pour parler de la génétique des fibroses pulmonaires. Donc, un sujet assez complexe que je vais bien sûr traiter en tant que pneumologue, pas en tant que généticien, pour essayer d'être beaucoup plus pratique que théorique. Et pour commencer, donc pourquoi déjà penser une origine génétique des fibroses pulmonaires? En fait, on pense à l'origine génétique de la fibrose pulmonaire en se basant sur les différentes constatations relativement anciennes qui ont été rapportées. Tout d'abord, le regroupement familial de fibrose pulmonaire, c'est-à-dire au sein d'une même famille, on constate qu'il y a plusieurs individus qui peuvent être atteints d'une fibrose pulmonaire. Deuxièmement, une exposition fibrogène similaire peut avoir des conséquences variables, ce qui sous-entend qu'il y a une susceptibilité génétique. Troisièmement, une fibrose pulmonaire peut être observée en tant que manifestation de certaines maladies génétiques. Et quatrième constatation, qui est une constatation expérimentale pure, c'est que les souches consanguines de souris diffèrent par leur sensibilité aux agents fibrogènes. C'est-à-dire si on prend des souches de souris qui sont consanguines, chez qui on veut induire une fibrose pulmonaire par l'injection de la bleomycine par exemple, on constate qu'il y a une réponse variable malgré que ce sont des souches consanguines. Et en se basant sur ces différentes constatations, plusieurs recherches ont été lancées de façon effective depuis les années 1990 et qui ont contribué finalement à la découverte de plusieurs mutations et de plusieurs gènes qui sont impliqués dans cette génétique de fibrose. Mais malgré toutes ces constatations et toutes ces découvertes, on ne connaît que 40% de l'ensemble des manifestations. Donc on ne connaît que 40% de l'ensemble des connaissances en termes de génétique de fibrose et 60% restent encore inconnus. Et parmi ces 40% qu'on connaît, la majorité ce sont des anomalies des télomères qui représentent à peu près 30% des 40% qu'on connaît. Et pour le reste, ce sont des anomalies de surfactants ou bien d'autres syndromes qui sont beaucoup plus rares. Et durant toute ma présentation, je vais me focaliser sur les anomalies des télomères. Pourquoi? Parce qu'elles sont les plus fréquentes, comme vous le voyez, et en plus parce qu'elles nous intéressent le plus, puisque les anomalies de surfactants se voient beaucoup plus chez les enfants, les sujets jeunes, et qui intéressent beaucoup plus les pédiatres. En se basant sur ces différentes découvertes, ces différentes recherches, on n'est plus autorisé de parler de fibrose pulmonaire tout court. Donc on doit toujours préciser si on est dans le cadre d'une fibrose pulmonaire sporadique ou bien d'une fibrose pulmonaire familiale, puisque ces formes familiales peuvent se voir dans plusieurs aspects, dans plusieurs entités de fibrose. Ils représentent à peu près 25% de l'ensemble des fibroses pulmonaires idiopathiques. 15% des fibroses pulmonaires qui sont secondaires au PHS sont d'origine familiale. 15% également des PID fibrosantes inclassables sont d'origine familiale. Et heureusement, 5% uniquement des PID fibrosantes liées aux connectivites sont d'origine familiale. Maintenant, comment définir une fibrose pulmonaire familiale? En fait, la définition, elle est très simple. C'est la présence d'au moins 2 cas de PID fibrosantes, idiopathiques ou secondaires, au sein d'une même famille et qui sont de premier ou de deuxième degré de parenté. Et là, j'ai mis quelques exemples. Si on prend cette femme en rouge, elle a un grand-père, elle est atteinte de fibrose, elle a un grand-père qui est atteint de fibrose, elles sont reliées par un deuxième degré de consanguinité, donc on est dans le cadre d'une fibrose pulmonaire familiale. Autre exemple, une femme, son frère, leur père, donc ils sont atteints de fibrose, c'est le deuxième ou le premier degré de consanguinité, donc on est dans le cadre d'une fibrose familiale. Même chose si on a une femme, une sœur et son frère qui sont atteints. Maintenant, quelle est la physiopathologie de cette fibrose pulmonaire familiale? En fait, j'ai mis là le schéma global de la fibrose pulmonaire en général. On sait très bien que la fibrose pulmonaire, elle se développe suite à une interaction entre plusieurs facteurs qu'on peut classer en 2 grandes catégories. On a des facteurs non génétiques qui sont représentés par des facteurs environnementaux, notamment l'exposition
à des antigènes organiques, minéraux, la fumée du tabac, quel que soit tabagisme passif ou actif, donc on a, comme j'ai dit, deux types de facteurs. Donc il y a des facteurs non génétiques, à savoir les antigènes organiques ou minéraux, la fumée du tabac, actif ou passif, des facteurs endogènes, notamment le reflux gastro-œsophagien qui a été impliqué en tant que facteur de genèse d'une fibrose pulmonaire. Donc, tous ces facteurs, ce sont des facteurs non génétiques qui vont interagir avec un deuxième type de facteur qu'on appelle des facteurs génétiques. Et pour développer ces facteurs génétiques, j'ai jugé nécessaire de faire un petit rappel à propos de quelques notions de génétique. Je vais parler de la notion de division cellulaire. Donc, on sait très bien que tout au long de notre vie, les cellules sont en perpétuelle multiplication et à partir d'une cellule mère, on va aboutir finalement à deux cellules filles en passant par ce processus de division cellulaire. Et l'élément le plus important à ce niveau-là, c'est que les deux cellules filles doivent hériter la même information génétique identique à celle de la cellule mère. Ceci ne peut se faire que si on a une duplication du matériel génétique au niveau de la cellule mère, c'est-à-dire deux copies conformes, et par la suite, chaque cellule fille, donc elle va hériter une copie de l'ADN qui sera identique à celui de la cellule mère. Donc ceci va se faire grâce à cette réplication d'ADN qui en fait se fait en plusieurs étapes. Donc comment se fait la réplication de l'ADN? La première étape consiste en un déroulement de l'ADN. Donc on sait très bien que sur le plan spatial, l'ADN existe sous la forme de double hélice ou bien d'une échelle torsadée et que la première étape donc, consiste à dérouler cet ADN-là grâce à une enzyme qu'on appelle la topoisomérase. La deuxième étape consiste à séparer ces deux brins d'ADN grâce à une enzyme qu'on appelle l'hélicase. Donc cette enzyme-là, donc elle va entraîner une destruction des liaisons hydrogènes qui relient les différentes bases azotées, ce qui entraîne finalement une séparation de ces deux brins d'ADN. Donc une fois ces deux brins séparés, les différentes bases azotées vont s'agencer de façon complémentaire avec leur base azotée du brin natif, donc de façon complémentaire, l'adénine avec la thymine, la cytosine avec la guanine, et c'est la troisième étape qui va se déclencher grâce à l'ADN polymérase qui va relier ces différentes bases azotées néoformées pour aboutir finalement à deux brins d'ADN nouvellement formés. Théoriquement, ces trois étapes doivent parcourir toute la longueur de l'ADN et par conséquent toute la longueur du télomère. Mais en vie réelle, les choses ne se passent pas comme ça, puisque cette polymérase, elle se trouve obligée de s'arrêter à une certaine distance de l'extrémité du chromosome. La conséquence, c'est qu'il y a un risque de perdre cette information génétique qui est contenue à l'extrémité du chromosome. Comment pallier à ce problème-là? Donc, heureusement, les chromosomes, ils se présentent avec une extrémité qui, on peut qualifier, c'est une sorte de capuchon, donc qui va couvrir les extrémités du chromosome, qui est formé par de l'ADN non codant, et dont le rôle principal, c'est de protéger l'information génétique contenue dans le chromosome. Donc, même si la polymérase, elle se trouve obligée de s'arrêter à un certain niveau, donc cet arrêt, il va se faire au niveau de cette zone non codante, et par conséquent, donc, elle va protéger l'information génétique qui est contenue au niveau du chromosome. Au fil du temps, et avec la multiplication de ces cellules, donc cette télomère, cette extrémité du chromosome, elle va se raccourcir petit à petit. Avec chaque division cellulaire, elle va se raccourcir pour finalement disparaître à la fin. Et à ce moment-là, donc, il va y avoir une sénescence et une apoptose de la cellule. Donc ceci ne doit pas se passer de façon précoce, sinon toutes les cellules vont mourir à un certain niveau de division. Donc il faut avoir des solutions, il faut avoir des moyens de correction qui vont être apportés par cette
fameuse télomérase, qui est une enzyme, qui est une véritable usine, qui va entraîner un maintien de la longueur des télomères. En fait, cette télomérase est un complexe structurel ribonucléoprotéique, donc tout ça c'est la télomérase, qui est formée par deux parties essentielles. Ce qu'on voit ici, c'est la TERT. Malheureusement, je n'ai pas le pointeur. Donc la TERT, qui est la transcriptase inverse de la télomérase. Et la deuxième entité, c'est la TERC, qui est le composant aérien de la télomérase. Pourquoi j'insiste sur ces deux composantes? Parce que ce sont les cibles de mutation qui peuvent toucher la télomérase. Donc, si on a une mutation qui va se produire à ce niveau-là, donc on va finir finalement par avoir, à partir d'une télomérase normale, on va passer à une anomalie de la télomérase qu'on appelle les téloméropathies, qui vont se traduire sur le plan phénotypique par ce qu'on appelle le syndrome du télomère court, qui comporte plusieurs manifestations, y compris la fibrose pulmonaire. Maintenant, qu'en est-il sur le plan clinique? Est-ce qu'il y a des éléments qui permettent de distinguer entre tout ce qui est sporadique de tout ce qui est familial? En fait, les tableaux cliniques sont similaires. On peut retrouver dans les deux cas une dyspnée d'aggravation progressive, cette fameuse toux sèche, gênante. L'examen physique peut montrer des râles crépitants avec parfois un hypocratisme digital. Mais il y a certains éléments qu'on doit prendre en considération, qui doivent orienter vers une origine familiale, notamment une fibrose pulmonaire qui se développe à un âge jeune. Il y a un risque de progression plus rapide et il y a des manifestations associées. Généralement, l'âge de diagnostic des fibroses pulmonaires familiales est variable entre 40 et 60 ans et il dépend du type de la mutation. La progression, elle est beaucoup plus rapide si on compare les cas de fibrose pulmonaire familiale avec les cas de fibrose pulmonaire sporadique en se basant sur la vitesse du déclin de la CVF qui est à peu près le double dans les cas de fibrose pulmonaire familiale. Et le troisième élément, c'est qu'on a des manifestations qui peuvent s'associer à la fibrose pulmonaire et qui peuvent orienter le diagnostic vers la forme familiale. Parmi ces manifestations, on a les troubles hématologiques, hépatiques et dermatologiques. Sur le plan hématologique, lorsqu'on demande une NFS, il faut rechercher une éventuelle thrombopénie ou bien une éventuelle anémie macrocytaire qui se voit dans à peu près un quart des cas des formes familiales. Les anomalies hépatiques sont soit des perturbations du bilan hépatique, une cytolyse hépatique asymptomatique, soit une cirrhose hépatique, que ce soit idiopathique ou bien secondaire. Les troisième type d'anomalies, ce sont les anomalies dermatologiques qu'il faut rechercher, notamment une pigmentation anormale de la peau, une dysplasie des ongles, une leucoplasie des muqueuses, et dont l'association va former ce qu'on appelle la dyskératose congénitale. À côté de ces anomalies-là, il y a un autre élément qui doit attirer l'attention, c'est la poussée précoce de cheveux blancs ou grisâtres. C'est ce qu'on appelle la canicie précoce. Donc ce sont des éléments qui peuvent accompagner une fibrose pulmonaire et qui peuvent orienter, qui doivent orienter vers une origine familiale. À côté de cette clinique, qu'en est-il pour les patterns scanographiques histopathologiques? Est-ce qu'il y a une particularité? La réponse est non. Donc on peut avoir des mêmes patterns qui se voient aussi bien en cas de fibrose sporadique que de fibrose familiale. L'UP, la PINS, la PHS, la DIP, donc tous ces éléments peuvent se voir avec une notion importante à connaître, c'est qu'au sein d'une même famille, on peut retrouver deux patterns qui sont différents. C'est-à-dire on peut avoir un père qui développe une UP, bien une fibrose pulmonaire idiopathique, et un frère qui développe plutôt une PHS fibrose. Donc on n'est pas obligé d'avoir le même pattern pour parler d'une fibrose pulmonaire familiale. Pour le dépistage des fibroses pulmonaires familiales, pourquoi on fait déjà un dépistage? Tout simplement pour découvrir une maladie à une phase préclinique lorsque le patient il est encore asymptomatique. Cette découverte se fait généralement à un âge plus précoce avec un décalage à peu près de 3 ans si on fait un dépistage et si on ne fait pas. On fait le dépistage pour découvrir une maladie avec une fonction respiratoire qui est encore conservée ou relativement conservée. Et on sait très bien qu'avec les traitements antifibrosants, plus on prescrit le traitement précocement, mieux sera le résultat. À qui s'adresse cette enquête de dépistage? En fait, elle s'adresse aux parents asymptomatiques de premier degré des patients qui sont atteints de fibrose pulmonaire familiale.
À quel âge on va la démarrer? L'âge n'est pas bien identifié, mais il dépend du type de la mutation et de l'âge de découverte chez le cas index. Comment faire ce dépistage? Tout d'abord par une évaluation clinique. En fait, l'examen clinique doit être refait de façon périodique avec une périodicité qui reste à définir. L'examen physique doit comporter un examen respiratoire avec une bonne auscultation à la recherche de la râle crépitant, à la recherche d'un hypocratisme digital, un examen cutané à la recherche des différentes manifestations que j'ai citées, et une attention particulière à cette canicie précoce. Un examen abdominal également doit être fait de façon systématique à la recherche d'éléments évocateurs d'une cirrhose hépatique, notamment des signes d'hypertension portale, une hépatomégalie, splénomégalie ou bien une circulation veineuse collatérale. À côté de cette évaluation clinique, donc le scanner thoracique joue un rôle primordial, c'est l'examen de référence en termes de PID. Il faut le refaire, oui, mais il faut limiter la répétition des scanners car on ne sait pas encore l'impact à long terme des scanners répétés chez les porteurs de mutations dans les gènes impliqués dans la réparation de l'ADN. D'autres examens complémentaires peuvent être demandés, notamment une évaluation de la fonction respiratoire, une plethysmographie, mais surtout une DLCO. Sur le plan biologique, demander une NFS, un bilan hépatique si on suspecte un syndrome des télomères courts, et cette fameuse enquête génétique qu'on peut demander. Quand est-ce qu'on demande cette enquête génétique? Il faut qu'on se mette dès le début d'accord que le premier individu qui doit subir cette enquête génétique est le patient qui a une fibrose. C'est-à-dire qu'on ne commence pas par les membres de la famille. Quand est-ce qu'on indique? En fait, les indications, ils dépendent des législations nationales des pays. En France, par exemple, le patient qui a une fibrose pulmonaire est candidat à une enquête génétique s'il a des antécédents personnels ou familiaux d'atteinte hématologique, hépatique ou dermatologique qui est compatible avec un syndrome des télomères courts, s'il est candidat à une transplantation pulmonaire ou bien s'il a une fibrose pulmonaire qui se développe à un âge précoce, généralement de moins de 50 ans. Pour les apparentés, pour les membres de la famille, est-ce qu'il faut demander cette enquête génétique? Quand est-ce qu'on la demande? En fait, on peut la demander, mais avec certaines conditions. Tout d'abord, on la demande uniquement chez les sujets de plus que 18 ans qui souhaitent faire une enquête génétique, après un consentement éclairé, et tout en prenant en considération l'impact thérapeutique et l'impact psychologique d'un tel dépistage. En l'absence de recommandation, donc je vous propose l'algorithme suivant pour le dépistage. Si on est devant une mutation génétique chez un individu qui a une fibrose pulmonaire, pour les membres de la famille, donc, on doit rechercher la notion de symptômes. Si on est devant un sujet symptomatique, à ce moment-là, donc, il faut demander systématiquement un scanner sans injection en couple. Si on est devant un patient asymptomatique, à ce moment-là, donc, il faut procéder par un examen clinique minutieux, notamment rechercher un hypocratisme digital et décrépitant. Si l'examen clinique il est anormal, donc à ce moment-là, il ne faut pas hésiter à demander un scanner. Si l'examen clinique il est normal, à ce moment-là, donc le scanner thoracique ne peut être demandé qu'à partir de 40 ans ou bien 10 ans avant l'âge de déclaration de la PID. C'est-à-dire, si le membre qui a une PID, il est fibrosant, donc il la développe à l'âge de 60 ans, donc le scanner sera demandé à l'âge de 50 ans. En cas de normalité de scanner, on va le refaire, mais cette répétition doit se faire tous les 5 ans ou bien de façon plus précoce s'il y a des symptômes qui apparaissent ou bien si on a une anomalie de l'examen physique. Qu'en est-il pour le traitement des fibroses pulmonaires familiales? En fait, il y a certaines règles d'hygiène qu'il faut obligatoirement suivre, qui sont tout d'abord l'éviction de tous les facteurs toxiques, médulaires tels que médicaments cytotoxiques, hépatiques tels que l'alcool, respiratoires tels que la fumée du tabac et l'exposition aux toxiques environnementales, professionnelles, mais également domestiques. À côté de ces règles d'hygiène, donc le traitement antifibrosant, il a bien démontré son efficacité chez les patients ayant une fibrose pulmonaire familiale, avec notamment un ralentissement du déclin de la CVF, que ce soit on utilise la perfenidone ou bien le nintedanib. Pour le traitement immunosuppresseur, donc
les résultats sont décourageants. Le traitement immunosuppresseur n'améliore pas la fonction respiratoire, mais plutôt le contraire, donc il accélère le décès du patient, et ceci a été rapporté dans les différentes cohortes, par exemple cette cohorte PANTHER, ACE, UT, SW, donc ce sont toutes des cohortes qui ont montré une survie médiocre sur le bras de PID fibrosante familiale utilisant les immunosuppresseurs. Donc c'est pourquoi il faut éviter les traitements immunosuppresseurs en cas de téloméropathie déclarée. À côté de ces molécules, donc une autre molécule qui peut être efficace, c'est le danazol. En fait, c'est une inhibitrice des gonadotrophines, habituellement utilisée pour le traitement de l'endométriose, puisqu'elle diminue les métrorragies, mais elle a démontré son efficacité sur le syndrome des télomères courts à la dose de 800 mg par jour. Et ceci a été bien rapporté dans cette étude publiée dans le New England en 2016. On note qu'il y a un gain en termes de longueur des télomères. Il y a également une bonne action sur les différentes manifestations du syndrome des télomères courts, notamment de la fonction respiratoire, donc avec une stabilisation de la CVF sur cette période de 24 mois durant laquelle le patient a reçu le danazol. La transplantation pulmonaire, c'est une bonne alternative pour les patients qui ont une PID fibrosante à un stade évolué, et elle a montré une survie à peu près la même, que ce soit on est dans le cadre d'une fibrose familiale ou bien une fibrose sporadique, mais avec cette transplantation pulmonaire, il y a deux éléments importants à prendre en considération. C'est qu'il y a un risque de thrombopénie important en post-opératoire. Et le deuxième élément, c'est qu'il faut éviter les immunosuppresseurs cytotoxiques, notamment l'azatioprine en post-opératoire. Donc, pour conclure, je dirais que la fibrose pulmonaire familiale n'est pas rare, donc il faut toujours y penser, quelle que soit la forme de fibrose qu'on a, FPI, VHS fibrosante, connectivité autre. La prise en charge de ces patients doit être multidisciplinaire, incluant aussi bien le pneumologue, mais également l'hématologue, les pathologues et le conseiller génétique. L'enquête de dépistage doit être démarrée au sein d'une famille, donc après le raccord. Bien sûr, si elle est négative, donc il ne faut pas laisser le patient, donc il faut le surveiller de façon périodique. Tout ceci donc, afin de détecter une maladie à un stade précoce. Et je vous remercie. Merci beaucoup, professeur Fiqhi, pour cette belle présentation. Je donne la parole à la salle. S'il y a des questions, et je pense que va susciter beaucoup de questions. Oui, madame. Bonjour, merci beaucoup pour cette très belle conférence. Je voulais poser la question par rapport aux manifestations extra-respiratoires. Est-ce qu'elles peuvent manquer? Et à ce moment-là, comment on fait pour le dépistage avec nos moyens à nous en Tunisie? Et ma deuxième question, est-ce qu'il y a plus d'effets indésirables avec le traitement antifibrosant, vu que c'est des malades qui ont des atteintes hépatiques associées? Alors, pour les manifestations extrathoraciques, donc elles ne sont pas constantes, donc elles se voient dans 10, 20, 25% des cas. On n'est pas obligé de trouver toutes ces manifestations à la fois, donc on peut trouver des manifestations hématologiques uniquement, des manifestations hépatiques tout seul. Et pour pallier à ce problème, donc on a tout simplement le scanner. Donc si le patient, comme j'ai mis sur le diagramme, si le patient il est symptomatique, donc il faut demander le scanner. S'il est asymptomatique, donc il faut procéder par l'examen physique et par la suite demander le scanner. Pour la deuxième question, donc avec les traitements antifibrosants, en fait, je n'ai pas trouvé de risque, de plus de complications. Juste, il faut savoir quelle molécule utiliser, en prenant en considération, bien sûr, les différentes perturbations biologiques, notamment hématologiques, rénales et hépatiques. Mais sinon, donc, je n'ai pas trouvé, franchement, de risque d'effets secondaires avec les antifibrosants. Très belle présentation, Walid, vraiment très didactique et les messages sont très clairs. En termes de prise en charge thérapeutique, donc on sait que ce sont donc un profil qui va être génétiquement fibrosant,
même si le pattern n'est pas celui d'un pattern d'une fibrose pulmonaire idiopathique. Alors, dans les recommandations, ça ne sort pas. Je ne sais pas si on est dans le cadre d'une PINS et un pattern non UP. On ne voit pas dans les recommandations d'éviter les immunosuppresseurs, voilà, cette notion que tu as bien approfondie. Qu'est-ce qu'il en est exactement? Parce que ça ne sort pas du tout dans les recommandations de ne pas donner du tout les immunosuppresseurs et de passer directement aux antifibrosants. Merci. Tout à fait. En fait, les immunosuppresseurs, on les utilise le plus souvent avec les PID qui sont liés aux connectivites. Heureusement que les formes familiales, donc dans ces connectivites, ne représentent que 5% des cas. Mais s'il y a une indication à donner ces immunosuppresseurs, donc il faut les donner et surveiller. Donc c'est pourquoi ça ne sort pas dans les recommandations. Sinon, pour les antifibrosants, donc ça répond aux mêmes critères des PID fibrosantes progressives. Donc c'est à peu près la même chose. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Walid, tu as bien insisté sur le fait dans le dépistage, on commence avant tout par le patient en question. Absolument. Sur le plan pratique, quelle mutation demander? Qu'est-ce qu'on demande exactement? Est-ce que c'est faisable un peu partout dans les structures publiques, privées, etc.? En fait, je pense que c'est nous, donc il n'est pas encore possible de faire ces enquêtes génétiques. Mais à l'étranger, donc il y a tout un panel donc, qui sera demandé en même temps. C'est l'équivalent en quelque sorte du multiplex si on va raisonner en termes de virologie et de bactériologie. Donc c'est tout un panel qui sera réalisé à la fois, qui va détecter s'il y a ou pas telle ou telle mutation génétique. Donc il n'y a pas une anomalie bien précise qu'on va mettre sur la demande qu'on va rechercher.